Otep, chers frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle communication. Aujourd'hui, j'ai souhaité nous entretenir sur un sujet, l'alliance éthiopienne. Qu'est-ce que l'alliance éthiopienne et quelles en sont les manifestations? Souvent, lorsque nous parlons de l'Éthiopie, l'auditeur non averti peut croire qu'il s'agit d'une allusion à l'Éthiopie actuelle. Il n'en est rien toutefois, car l'Éthiopie historique désigne la région des Grands Lacs, le berceau de l'humanité, comme on saura le reconnaître sur cette ancienne carte. J'ai souhaité introduire ce sujet, et nous allons nécessairement en saisir le motif, en abordant la notion de Médounéter, appelée hiéroglyphe par les auteurs grecs, mais traduisant littéralement la parole divine ou le décret divin. Les Médounéter constituent la première écriture attestée dans l'histoire de l'humanité. De la locution Médounéter, c'est bien le terme Medou qui traduit la parole et le terme Néter qui traduit le divin ou le Dieu. Le E qui s'intercale pour vocaliser le mot Néter est une convention établie en égyptologie et n'a pas nécessairement vocation à rendre compte de la vocalisation réelle de ce terme négro-égyptien. Dans la cuvette congolaise, le mot Néter est vocalisé Ndela, le T se réalisant en D et le R en L. Ndela, Ndeli ou Ndelou signifie engendreur. Parfois traduit par Dieu ou parfois traduit par le Seigneur. Donc la racine ici est Léla, qui signifie engendrer, mettre au monde, fonder une famille. Donc je rappelle que cette vocalisation est établie en fonction des travaux du professeur Mubabinge Bilolo. Et naturellement, le pluriel, donc Néteru, se vocalise Ebandeli, notamment en lingala, qui signifie les ancêtres, qui désigne donc les ancêtres. Okay. Donc, je reprends. Dans la cuvette congolaise, le terme Néter est vocalisé Ndela, car le T devient un D, le R un L, il s'agit de correspondance phonétique usuelle. Ndela, Ndeli, Ndelou signifie engendreur, la racine étant Léla, qui signifie engendrer, mettre au monde, fonder une famille. Donc le pluriel, Néteru, correspond au mot Ebandeli, puisque le mot Ebandeli est fondé à partir de Ndela, qui veut dire les ancêtres, en lingala notamment. La graphie qui sert à construire ce mot montre un pavillon, un étendard ou un drapeau. Et ceci nous permet de vérifier la vocalisation proposée, puisque le pavillon, l'étendard, se dit Dibendele, Dibendela ou Dibandala, notamment en Chiluba, langue parlée dans la cuvette congolaise, la racine naturellement étant toujours Léla. Et ce terme est passé dans les langues dites indo-européennes, avec les formes que nous proposons ici, donc les correspondances en portugais notamment, Bendera, qui signifie drapeau, l'arabe Bend, bandeau, banderole, le français bandière, qui devient bannière, le latin bandum, bannière, l'espagnol bandera, bannière, drapeau, et l'italien bandiera, bannière, drapeau, puisque naturellement, le mot usuel pour le pavillon, l'étendard, est bandala ou bandela ou bendele. Voilà, le di étant un préfixe de classe.
Toujours dans la cuvette congolaise, Ndela, Ndeli, Ndelu en Chiluba devient Angeli en langue Mangbetu, autre langue parlée dans la cuvette congolaise avec toujours le même sens, à savoir engendreur, seigneur, etc. Et cette évolution est fonction donc du passage du D vers le G. Cette forme offre les correspondances suivantes dans les langues usuelles, donc Angela, Angelu, le latin Angelus, l'anglais Angel et le français Ange, etc. Donc, on peut penser naturellement qu'il s'agit ici d'un emprunt fait au latin, mais c'est l'inverse qui est vrai, puisque nous aurons le nom Maweja Nangila, qui désigne le démiurge de la cosmogonie Luba, et dans Nangila, naturellement, il y a Angeli. Ok? Donc, les Luba n'ont pas usé de latin pour désigner le démiurge de leur cosmogonie. Ceci est clair. Donc, prouve que c'est plutôt l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire que le mot Angelus, latin, provient du Mangbetu Angeli, qui évolue dans le même registre sémantique. Et naturellement, c'est du mot Ebandeli que nous obtiendrons le mot évangile, par une évolution du B vers le V et du D vers le G. Et cette évolution ou cette correspondance est attestée en fonction du registre de la croix Ankh qui se dit Onga ou Anga dans les langues parlées dans la cuvette congolaise. Donc nous aurons ici l'exemple du Lingala, registre du pouvoir, Yangela qui signifie administrer, diriger, Moangeli, dirigeant, gouverneur, Angelana, prendre des décisions, Boangeleli, dictature, Bokangoli, inauguration, registre de l'ordre et du désordre, Kakanga, arrestation, Kango, contestation, Lilanga, opposition, Angela, conspirer, comploter, Nzango, otage. Registre du savoir et de la communication, Litangi ou Litangi, lecture, Motangi, lecteur du journal, Nsango, annonce, Sangela, communiquer, annoncer, Biangela, invité, Mosangeli, apôtre, annonciateur. Et vous savez que le terme évangile est traduit par message. Donc, ce qui permet effectivement de fixer l'origine de ce terme à travers les langues parlées dans la cuvette congolaise, puisque les formes décrites ici sont bien attestées et ne proviennent certainement pas du latin angelus. Okay? Et la croix Ang, ici je la présente, donc la croix Onga. On comprend d'ailleurs au travers donc de cette diffusion dans le parler de la cuvette congolaise, on comprend pourquoi les Nétérous, donc les Ebandeli, sont souvent représentés avec cette croix qui est omniprésente au niveau de la vocalisation dans les termes usuels employés donc dans la région des Grands Lacs. Ici, je présente donc une image de Rahor ou Horus, si vous voulez, donc qui présente cette croix, la croix Onga. Et j'attire également votre attention sur le personnage féminin qui présente donc un bandeau rouge. Et naturellement, on a vu que le terme Ebandeli procède également donc du mot bannière, bandeau, etc. Ok, donc ceci permet encore une fois de vérifier si nous sommes dans le vrai ou pas, car l'image ici est assez loquace. Donc c'est bien le terme Nétérou qui deviendra, qui correspond, on va dire de cette manière, au mot Ebandeli de la tradition des Grands Lacs, qui signifie, donc qui désigne les ancêtres. Voilà. Alors ici, je présente cette image simplement pour montrer que la notion d'ange, donc présentant des ailes, n'est pas une notion étrangère à la tradition endogène des peuples noirs, et notamment des peuples
de la vallée du Nil. Comme on peut le voir ici, représenté donc Isis ou Asita, qui présente des ailes qui deviendront plus tard donc les ailes des anges des traditions rabbiniques, chrétiennes et ensuite musulmanes. Donc Aset qui présente également un bandeau. Un bandeau. Ok. Bon. Alors, le bandeau ou diadème, car naturellement, ce bandeau, c'est un diadème. Ok. Alors, le mot diadème, qui vient du latin diadema, donc désigne un bandeau porté autour de la tête comme signe de la royauté. Donc, ce mot procède du grec diadain, qui signifie lié à travers, apparenté au grec desmos, qui veut dire bandeau, donc diadesmos, donc diadème. Il faut savoir que l'idée sous-jacente ici est donc le verbe lier, le verbe attacher. Donc, je reprends. L'idée qui soutient l'image du bandeau associé aux ébandélis procède du fait de lier ou d'attacher. Okay. Et ceci nous amène donc au registre de l'union qui paraît dans les langues parlées dans la cuvette congolaise. Donc nous aurons notamment ici le Kikongo, Binda, tressé, croisé, Bindana, être lié, Bindula, délié, ouvert, Bundakaza, joindre, unir, additionner, Bundakana, être uni, s'unir, Bundana, se réunir, communier. Et il faut savoir que le mot bandana que nous connaissons passe pour provenir de l'hindi. Bandana qui veut dire attaché, noué, mais naturellement, il s'agit encore une fois d'un terme issu des langues parlées dans la cuvette congolaise que nous décrivons depuis tout à l'heure, car le radical, la racine est toujours la même. Et nous aurons aussi le germanique. Je mets ici le point d'interrogation, car naturellement, il ne s'agit pas d'un terme issu des langues germaniques, mais emprunté aux langues de la cuvette congolaise. Donc le germanique Binda, qui donne Bund, qui désigne la fédération, l'État fédéral. Okay? Donc le fait de lier, d'unir. Et nous avons aussi l'anglais bind, qui veut dire donc attacher, nouer. Encore une fois, les racines sont les mêmes, puisque nous aurons en fait le Kikongo Bunda, qui veut dire unir, qui devient donc Bund, ou Bundes pour la langue germanique. Voilà. Toujours la notion d'union. Donc on voit bien ici que nous partons d'une racine qui naît des langues parlées dans la cuvette congolaise, et ceci ne souffre d'aucune incertitude, puisque nous avons démontré que par la profusion et l'étendue de cette racine, nous montrons qu'il s'agit d'un mot typiquement issu de ces langues-là et aucunement d'un emprunt. Okay? Ceci est important, vous allez comprendre pourquoi. Okay. Donc les correspondances ici, alors je fais cette parenthèse. La loi se dit ben dans la langue bassa, qui procède toujours de la même racine. Bend veut dire bandeau en arabe. Donc je fais ce rappel, puisque nous avons ce terme ici, qui est, l'arabe reprend quasiment à l'identique le terme en question. Donc c'est à partir du mot ben, donc dans la langue bassa, que se forme le mot bende, qui désigne le tabouret à 3 pieds sur lequel prend place le mbombok, donc le gardien de la tradition, dans l'ordre initiatique chez les Bassa du Cameroun. En Bamanan, donc en Bambara, le tabouret se dit kurun. Donc il s'agit du terme que nous mettons à l'origine du grec koroné, qui signifie objet recourbé, et qui donne le latin corona, donc le français couronne, qui signifie tour à tour siège, cercle, réunion. Okay? Donc nous disons que le Bamanan couronne est le terme à l'origine du grec coroné, qui veut dire objet recourbé, et qui donne le latin corona, ou le français couronne, qui signifie tour à tour siège, cercle, réunion. Alors ces trois sens seront naturellement éclairés tout au long de cette communication. Et nous avons la série en Bamanan. Donc,
kourou, plié, bandé, kourou, boule, couronne, tabouret, couronne, pirogue, et Kurukan Fuga, la charte du mandé. Okay? Donc le terme Kurukan est celui qui permet effectivement de rendre compte de l'idée de charte et donc de livre. Okay? Nous y viendrons, mais je précise déjà ici que nous sommes dans un lexique en fait qui permet de saisir en fait l'origine de l'idée des évangiles. Okay? Parce que puisque les évangiles paraissent comme aujourd'hui comme des livres. Okay? Mais ceci va être naturellement éclairé. Je voulais juste faire cet aparté pour montrer que la séparation des langues dites bantou et des langues dites soudanaises est proprement arbitraire, car le sens ici permet en fait de rejoindre les deux univers. Donc il s'agit en réalité d'une seule et même langue, et de toutes les façons, cette communication va pouvoir l'illustrer à travers les termes que nous allons donc découvrir ensemble tout au long de la dite communication. Donc, origine du livre. Donc, aux origines du livre. Donc, ici, nous entrons donc dans le sujet en fait qui va nous permettre d'aboutir à l'Alliance éthiopienne, donc à la représentation de ce que c'est que l'Alliance éthiopienne. Ici, je présente donc plusieurs choses. Tout d'abord, je présente des graphies qui rendent compte de l'idée de don. Si vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, j'ai présenté ces graphies, donc associées au don et au dieu Hapi ou Ngebi. Et j'ai montré en fait l'importance de cette graphie, donc rattachée notamment à l'idée de maison de pain qui va devenir donc Bethléem, etc. Donc ceci a été discuté dans les vidéos précédentes, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas ici insister. Donc nous avons la main, essentiellement, qui présente parfois un cône, qui est un pain, donc un pain conique, et la main est l'emblème en fait du don. C'est le signe, le symbole qui rend compte de l'idée de don. Et ce signe donc se lit dit, ou dit, donc avec soit Y, soit I, donc le don, mais nous avons aussi le mot dit, qui désigne le papyrus, ok? Parce qu'il faut savoir que le T ici est une désinence pour la forme féminine et il est considéré comme muet. Quelquefois, il est vocalisé dans les langues de la cuvette congolaise, donc il devient un préfixe de classe, mais pour limiter donc les discussions, on va dire que il est considéré comme muet puisque c'est cette forme qui est admise par l'égyptologie actuellement. Okay. Donc nous avons une relation ici entre le terme qui sert à rendre compte de l'idée de don et puis le mot qui permet de définir donc le papyrus. Okay. Et le papyrus en soi, donc le déterminatif, donc la plante de papyrus, ne renvoie pas seulement à l'idée de papyrus, donc de feuilles, de plantes, dans l'univers égypto-nubien, puisque c'est un terme qui est également attaché à l'image du soleil, donc avec les termes tels que Ak par exemple, qui est un mot associé à la lumière du soleil notamment. Donc c'est la raison pour laquelle par exemple lorsque vous voyez ici le dieu Hapi coiffé d'une plante de papyrus, ceci peut également être illustré par une auréole, parce que le mot Ak c'est la lumière, c'est le soleil, etc. Ceci sera également abordé par la suite. Et nous avons le mot Dib en négro-égyptien, donc qui désigne l'hippopotame, mais qui, dans le parler Tilouba notamment, donc de la région des Grands Lacs, devient Dibeji, qui veut dire le papier. Okay? Donc on voit bien le lien entre le papyrus, le papier, etc. On verra tout à l'heure le lien avec la main. Okay? Mais je voulais présenter cette graphie pour bien montrer que nous abordons ici un sujet associé à ce que nous connaissons déjà, c'est-à-dire la maison de pain, le pain conique, la main, etc., etc. Donc je renvoie aux vidéos précédentes pour édification. Pour édification, voilà. Ok. Donc ici nous faisons un petit récapitulatif très important. Et nous insistons donc pour attirer votre attention sur ce qui va maintenant être dit. Donc nous avons le déterminatif, donc le symbole qui renvoie au papyrus. Nous avons le bras, nous avons la main, nous avons le pain. Ces symboles ont été présentés tout de suite, tout à l'heure. Et nous verrons en fait l'importance de ces symboles
quand vient le temps de décrire ce que c'est que l'alliance éthiopienne. Donc je reprends ici donc le papyrus, donc la plante de papyrus, nous avons le bras, nous avons la main, nous avons le pain. Voilà. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces termes sont en réalité des synonymes dans le parler négro-africain, okay, notamment le parler de la région des Grands Lacs. Mais ici, nous allons donc évoluer aussi vers le domaine dit soudanais, parce que vous allez voir qu'en réalité, nous parlons la même langue. Donc, registre du bras. Donc, le bras, la main et l'hippopotame. Le terme générique pour nommer le bras ou la main est boko dans la cuvette congolaise. Exemple lingala, le boko, la main, le bras. L'un des termes génériques pour désigner l'hippopotame est boko dans la cuvette congolaise. Exemple chiluba, chiboko, hippopotame. Donc on voit déjà le lien entre l'hippopotame et la main, et nous savons que l'hippopotame est associé à la plante de papyrus, ok, et au dieu Hapi, puisqu'il est parfois représenté avec une tête d'hippopotame. Le bras, la main et le pain. En Bamanan, donc en Bambara, la main et le bras se disent bolo, main, bras. En Kikongo, le pain se dit mbolo, le pain. Ok? Donc on voit ici le lien entre le pain conique et la main. Il s'agit de synonymes. Donc le pain, la main. Mais il faut savoir que le pain, mbolo, est une métaphore pour le pénis. Il se dit mbolo. C'est un terme générique dans les langues négro-africaines. Donc nous avons par exemple ici le tchaga, dans le domaine d'Ibantou, mbolo, pénis. Bolé, la langue bolé, donc dans le domaine tchadique, bola, pénis, bata, bola, pénis, etc. Mandinka, boulot, pénis, bamanan, belé, pénis. Il s'agit toujours du même terme, puisque ici, ce sont les voyelles qui varient, mais la racine est la même. Dans le domaine couchitique, bala, pénis, etc. Donc, et ici, dans le domaine homotique, donc bouli, pénis. Naturellement, la liste ici est non exhaustive, mais montre que lorsque nous parlons par exemple de la maison de pain, il faut savoir que c'est une image de la copulation. Ok. Ceci est clair puisque l'idée en arrière de ceci est soutenue par l'image de la naissance. Ok. Donc la maison représente l'appareil génital féminin, donc le ben-ben, on l'a dit dans les vidéos précédentes, donc illustré par le pain conique. Mais le pain en lui-même est déjà une image de l'appareil génital masculin. Okay? Donc lorsqu'on dit la maison de pain, je crois inutile de faire un dessin. C'est tout à fait clair. Mais les métaphores dans les langues africaines, en fait, permettent d'évoluer vers l'image du pain, l'image d'une pierre conique, etc., etc. Naturellement, on comprend aisément pourquoi. On ne va pas dire les choses de manière aussi triviale. Donc, on évolue vers les métaphores pour masquer des idées qui ne sont accessibles que via le parcours initiatique, disons. Voilà. Et nous aurons aussi un lien ici avec le papyrus et le chiffre 9. Et tout à l'heure, je préciserai pourquoi j'aborde ici la question du chiffre 9. Donc, en Kikongo, le roseau papyrus se nomme Dibou, proche du négro-égyptien Dib, qui veut dire hippopotame. Okay? Donc, on voit bien le lien entre l'hippopotame, le papyrus et le dieu Hapi. Okay. En Douala, le chiffre 9 se dit Diboua. C'est le même mot que Dibou, en réalité, puisqu'on rajoute simplement la voyelle A. Donc, en Lingala, le chiffre 9 se dit Liboua. Okay? Ici, le préfixe de classe change. Et enfin, en Kikongo, le chiffre 9 se dit Voix. Donc, du B, on passe au V. Et ici, le préfixe de classe tombe. Ok? Et nous posons comme postulat, pour poursuivre, mais ceci va être éclairé naturellement, que c'est du terme libois, lingala, que nous obtenons le mot libère, latin, qui renvoie au terme libre, d'une part, et livre, d'autre part. Parce qu'il faut savoir que le mot livre et le mot libre, ce sont un seul et même terme. Ok? Alors maintenant, d'où vient le chiffre 9? Alors, je vais juste reprendre encore une fois cet acétate, parce qu'après, nous allons rentrer dans des choses voilà, assez importantes et peut-être complexes. Donc, je veux m'assurer que nous avons un socle commun pour pouvoir évoluer. Donc, papyrus et le chiffre 9. En Kikongo, le roseau papyrus se nomme Dibou, proche du négro-égyptien Dib, donc hippopotame. En Douala, le chiffre 9 se dit Dibois.
En lingala, le chiffre 9 se dit libois. En kikongo, le chiffre 9 se dit voix. Il s'agit en réalité du même terme, de la même racine. Comme vous voyez, l'évolution est claire. Ok? Et nous disons que c'est de libois que nous obtenons libère et ensuite livre. Maintenant, d'où vient le chiffre 9? Dans la langue bambara ou bamanan, la feuille se dit boulou. Dans la langue bamanan, la feuille se dit boulou. Le papyrus est une feuille. Nous reprenons. Dans la langue bamanan, donc du domaine mandé, la feuille se dit boulou. Et le papyrus est une feuille. Un terme que nous mettrons en relation avec le fang, donc cuvette congolaise, et boule, le chiffre 9. Okay? Donc, dans la langue bamanan, la feuille se dit boulou. Le papyrus est une feuille. Un terme que nous mettrons en relation avec le fang parlé donc dans la région des Grands Lacs, et boule, qui veut dire 9. Cette relation permet de comprendre quelle figure les Aèdes, c'est-à-dire les poètes de la Grèce, notamment Hésiode et Homère, donneront au dieu Hapi ou Gébi, puisque le chiffre 9 se dit Pécédet en négro-égyptien et qu'il s'agit du squelette de consonne qui aura conduit au nom Poséidon, une divinité associée à l'eau. Une preuve manifeste de cette relation est établie par le copte Psit ou Psis, forme usuelle de Pécédet dans cette langue, donc dans le copte, qui s'écrit avec la lettre Psi, représentée par un trident, qui est l'emblème du dieu Poséidon. Ici, nous représentons donc la lettre Psi, qui est un trident. Ok, donc je vais reprendre ceci, parce que il y a plusieurs informations importantes. Dans la langue bamanan, la feuille se dit boulou. Ok. Le papyrus est une feuille. Ok. Et il faut savoir que le terme boulou, dans la langue bamanan, renvoie aussi aux feuilles comestibles. Ok. Comestibles. Donc, il faut savoir que le papyrus est une feuille comestible, puisque, comme nous le verrons tout à l'heure, d'après Horus Apollo, les Égyptiens, entre guillemets, se sont nourris de feuilles de papyrus avant de connaître l'usage du blé. Ceci est notamment rappelé par James Bruce. Donc nous aborderons cette question tout à l'heure. Mais je dis que dans la langue bamanan, la feuille se dit boulou. Le papyrus est une feuille. Un terme que nous mettrons en relation avec le fan eboul, la racine est la même, qui veut dire 9. Et on voit bien le lien établi tout à l'heure avec le chiffre 9 et le papyrus. Cette relation permet de comprendre quelle figure, donc ici j'évolue vers une conclusion, quelle figure les Aèdes de la Grèce, donc Hésiode et Homère, donneront aux dieux Gébi ou Hapi, puisque le chiffre 9 se dit Pécédet en négro-égyptien, il s'agit ici d'une racine, et qu'il s'agit du squelette de consonne qui aura conduit au nom Poséidon, une divinité donc associée à l'eau, tout comme le dieu Gébi ou Hapi. Une preuve manifeste de cette relation est établie par le copte Psit ou Psis, forme usuelle de Pécédet dans cette langue, dans le copte, qui s'écrit avec la lettre Psi représentée par un trident. Il faut savoir que la langue copte, pour ceux qui ne le savent pas, est une langue parlée par les autochtones, donc de ce que nous appelons aujourd'hui le pays Égypte, donc les coptes. Okay, ce sont des populations mélanodermes naturellement, puisqu'elles descendent directement aussi de ce qu'il est convenu en fait d'appeler les Kémites. Voilà. Et la lettre Psi, le trident, est l'emblème du dieu Poséidon, ce qui permet de vérifier cette relation, naturellement. Bon. Quel est le lien entre la feuille papyrus et la main? Quel est le lien entre la feuille papyrus et la main? Puisqu'on a vu tout à l'heure que la main est omniprésente dans la notion de don et que le papyrus est également associé au don. Alors, quel est le lien entre la feuille et la main? Dans Origine des langues africaines, Jean-Claude Boly établit une relation entre la paume de la main et la feuille. Ce dernier écrit, donc correspondance numéro 96, négro-égyptien Kebout, donc ici je vocalise
le squelette consonantique, donc qui signifie plante des pieds, sandales, donne en copte kobe, feuille, en sango koukbe, kwe, feuille, zande, kpe, feuille, somali, cab, chaussure. Donc, un Mboli fait ce commentaire, il écrit: il est remarquable que le négro-égyptien n'ait retenu que le sens dérivé du sens zandé, l'équation sémantique étant des plus singulières, puisqu'en zandé, la paume de main ainsi que la plante du pied sont conçues comme des feuilles. PB, feuille de main, donc littéralement, hein, PB, feuille de main, paume de la main. Donc, pour dire paume de la main, en réalité, on dit feuille de la main. Kpemdu, feuille de pied. Mais il ne s'agit pas d'un emprunt fait aux Andés, car le copte a conservé le sens originel de feuille, tout en ayant gardé le sens dérivé copte, towe, sandal, copte, paume de la main, plante du pied. Ce dernier mot correspond à l'égyptien pharaonique P, paume de la main, plante du pied. Donc, en résumé, car ici on rentre naturellement dans la linguistique, et mon souhait est naturellement de rester le plus clair, le plus simple possible. Si on résume ce qui est dit ici, c'est que dans les langues négro-africaines, la main, la paume de main, est regardée comme une feuille. Ok? Donc on comprend bien le lien entre la feuille, entre guillemets, du papyrus, et la main. Ok? Donc c'est ce qui est dit ici, c'est assez clair, puisque la main est appelée, comment dire, feuille de main est traduit en français par paume de la main. Mais en réalité, c'est feuille de main. Ok? Donc le lien est clair. Et nous ajoutons donc ceci, donc en Kituba, donc dans la région des Grands Lacs, mani est le terme qui traduit feuille, synonyme de maboula, feuille dans la même langue, où l'on retrouve la racine boule qui forme le bamanan boulou, feuille, et le fang et boule, 9. Donc, le Kituba permet de vérifier les relations que nous établissons, puisque dans cette langue, mani est le terme qui traduit feuille, synonyme de maboula, feuille, dans la même langue, où l'on retrouve la racine boule qui forme le bamanan boulou, feuille, et le fang et boule, feuille. Donc le Kituba mani est vraisemblablement le terme à l'origine du latin manus, main, une relation fondée sur l'assimilation de la paume de main à la feuille. Donc je reprends. Le Kituba mani, donc feuille, est vraisemblablement le terme à l'origine du latin manus, main, une relation fondée sur l'assimilation de la paume de main à la feuille. Et ici, je représente donc les graphies qui se lisent Pécédet. Donc nous avons à gauche Pécédet 9, à droite Pécédet qui veut dire briller, rayonner. Ok? Donc c'est un synonyme pour briller, rayonner. Le chiffre 9. Bon. Et nous avons ce déterminatif, en fait, qui rend compte du terme Pécédet, donc 9. Mais qui se dit aussi Akou, briller, et puis Renmemet, donc les enfants du soleil. Donc, nous approchons déjà la notion d'alliance, puisqu'on retrouve ici un pluriel qui rend compte d'une communauté. Et ce symbole représente en réalité le tabouret à 3 pieds ou trépied. Ce que nous disons ici est très important. Il faut bien le saisir, c'est important pour la suite. Cette graphie que vous voyez représentée ici, donc montrant le soleil dardant 3 rayons, est en réalité, aujourd'hui, dans les traditions usuelles des peuples négro-africains, le tabouret. Le tabouret, trépied. C'est-à-dire, chez les Bassins notamment, c'est Mbende, qui vient de Ben, c'est-à-dire la loi. Et vous voyez que nous sommes déjà dans un registre associé à l'idée d'assemblée, d'alliance, etc. Mais nous y venons. Okay? Donc, je reprends. Pécédet 9, dont rend compte cette graphie. En fait, cette graphie est aussi traduite par Akou, qui veut dire briller, donc en relation avec le soleil, et puis Renmemet, qui veut dire les enfants du soleil. Okay? Mais cette graphie, c'est l'image du tabouret. Du tabouret, donc à 3 pieds. Bon, voilà. Et naturellement, avec Akhenaton, on retrouve les mêmes représentations. Ici, vraiment, c'est complet.
C'est une image réellement complexe parce que le pharaon ou le Nepti Akhenaton donc, aura donc usé de cette symbolique pour rendre compte de l'idée d'alliance. On a parfois cru, on a souvent cru que c'était une adoration du soleil. On se rend compte qu'en réalité, il s'agit d'une célébration de l'alliance. Parce que vous avez donc le disque solaire, vous avez les rayons qui descendent. Au bout des rayons, vous avez la main. Donc, vous voyez le lien. Vous voyez le lien. Ok? La main qui tient la croix Onga ou Ankh et le Nepti qui présente des pains. Car il faut savoir que il existe plusieurs types de pain à Kemet, donc le pain Khébéni, le pain Benben, etc. Donc, ce qu'il est en train de présenter sur cette iconographie, c'est un pain. Donc, nous sommes dans le registre du don, mais qui évolue vers la notion d'alliance. Et ici, nous sommes vers 1350 avant l'ère européenne, donc à une époque où, naturellement, pour faire une relation immédiate ici, la Torah, etc. n'existait pas. Les Hébreux n'existaient pas dans l'histoire à cette époque-là, il faut le savoir, encore moins les Arabes, puisque l'écriture arabe est attestée autour de 250 de l'ère actuelle, ce qui n'ouvre aucune possibilité de comparaison avec ce à quoi nous avons, ce dont nous parlons présentement. Ok? Donc, le registre ici est complet. Et le Nepti Akhenaton, et ça on le sait, mais c'est bon de le dire, n'est pas l'inventeur du monothéisme. Ça c'est une vue égyptologique erronée. Il faut nécessairement s'en éloigner parce que ça fausse la compréhension. Puisque cette graphie évoluait ici, puisque à l'origine c'est trois rayons. Ok? Cette graphie existe bien avant le règne du Nepti Akhenaton. Okay? Donc ici nous avons affaire au tabouret. Moi j'appelle ceci le tabouret, mais vous allez comprendre pourquoi j'appelle ceci le tabouret. Ceci va être éclairé par la suite. Mais disons que nous sommes dans le registre de l'union. Nous sommes dans le registre de l'union. Nous avons donc le disque. Nous avons les rayons qui se terminent par des mains. Et nous avons le phari, donc qui présente une offrande donc à l'alliance. Okay? Il est accompagné de sa famille ici. Alors, ceci est très important. Okay. Ici, à gauche, vous avez représenté le signe phénicien, la lettre Kaf, okay, qui veut dire paume de main, paume de la main. Donc, c'est phénicien. Et vous savez que l'alphabet phénicien est issu des Médounétaires. Ça, nous en avons parlé dans des vidéos précédentes, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et, à côté de ça, donc à droite, vous avez le signe Medjat, qui veut dire livre, contrat en hébreu égyptien. Mais comme vous pouvez déjà l'observer, il s'agit en réalité du même signe. Donc, Medjat, le rouleau de papyrus scellé, est devenu Kaf, paume de la main, chez les Phéniciens. Et cette relation est fonction de ce que nous venons de dire avant. C'est-à-dire qu'il existe une relation de correspondance entre la feuille, puisqu'ici nous avons un rouleau de papyrus scellé, et la main. Voilà pourquoi Kaf veut dire chez les Phéniciens paume de la main. Et puis, en hébreu égyptien, c'est Medjat, ça veut dire livre, contrat. Donc, relation avec la feuille. Ok? Ce lien est permanent. Et l'un explique l'autre en réalité. Parce que si on prend juste, on isole le phénicien, on ne comprend pas pourquoi ce signe veut dire paume de la main. C'est le négro égyptien qui explique pourquoi ça veut dire paume de la main. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé le signe Medjat, ok, qui veut dire livre, contrat en négro égyptien. Donc, ici, nous disons, le négro égyptien Kapé, paume de main, devient le phénicien Kaf, paume de main. Car il existe aussi une graphie négro-égyptienne, Kapé, qui veut dire paume de main. Et c'est cette graphie qui est utilisée donc pour dire Kaf. Vous voyez un peu, c'est un jeu. Je ne sais pas si c'est clair, parce qu'on utilise le symbole Medjat pour rendre compte de la graphie Kaf, mais qui renvoie à une autre graphie en négro-égyptien. Donc on voit bien que c'est un emprunt. C'est un emprunt, ok? Parce que c'est le négro-égyptien qui nourrit toutes les formes appliquées aux Phéniciens. Ok? Donc je reprends. Le négro-égyptien Kapé, paume de main, devient le phénicien Kaf, paume de main, par le passage du POF, qui est un passage usuel. Le négro-égyptien Medjat, c'est important ce que nous allons dire. Le négro-égyptien Medjat correspond au Fang Medza, qui veut dire feuille
entre guillemets, de manioc, notamment. Parce que le terme medza, aujourd'hui, dans la langue fang, désigne la feuille de manioc. Et c'est le caractère comestible ici qui est mis en avant. Medza est aussi le nom du serpent python, le serpent arc-en-ciel, qui permet au peuple fang de réaliser la traversée du fleuve. Ce serpent arc-en-ciel est le symbole de l'alliance, car nous arrivons déjà à l'arc-en-ciel. Okay? Donc il est appelé Ngan Meza, notamment dans la tradition fang. Okay? Ngan Meza, c'est le serpent arc-en-ciel. Et je dis que Medjat, qu'on voit ici représenté par le rouleau de papyrus scellé, se dit Medza, feuille de manioc, dans le parler fang. Pourquoi feuille de manioc? Naturellement, on sait que les feuilles de manioc sont comestibles. Et il ne faut pas oublier ce que dit Apollon ou Horus Apollo à propos du papyrus. Il dit que les Égyptiens se sont nourris de feuilles de papyrus avant de connaître l'usage du blé. Okay? Mais il faut savoir que le terme papyrus dans le parler grec, c'est un terme générique pour tout type de feuilles, y compris le support de l'écriture. Donc, le terme papyrus n'isole pas la feuille de manioc. C'est-à-dire que, puisque aujourd'hui, on voit papyrus, on voit des fougères poussant au bord du Nil, on peut croire que ça n'a rien à voir avec la feuille de manioc, mais ce n'est pas le cas, parce que ce qui est mis en avant ici, c'est l'aspect comestible de l'objet en question qui est discuté. Okay? Ceci était très important. C'est pour ça qu'on retrouve cette forme medza, qui veut dire feuille de manioc enfant. Okay? Mais similaire au papyrus, puisque comestible, il s'agit de plantes comestibles. Donc j'espère que ce que j'ai dit ici est compris. Voilà. Et naturellement, on retrouve aussi donc le rouleau de papyrus scellé dans le registre de l'accomplissement, puisque nous avons Kem, qui veut dire noir, qui s'écrit avec le rouleau de papyrus scellé. Nous avons Kem, être complet, rendre complet. Donc le rouleau de papyrus scellé se lit Medjat, il signifie livre, contrat. Ce signe est celui auquel fait référence Horus Apollo, cité par James Bruce, lorsqu'il nous apprend que les Égyptiens, voulant prouver l'antiquité de leur origine, représentaient un fagot de papyrus parce qu'ils prétendaient que c'était la chose dont ils s'étaient nourris avant de connaître l'usage du blé. Et nous disons que Medjat, en fait, rend compte de l'idée d'être civilisé. Dans le livre, je présente donc cette graphie et je dis que ce symbole est en fait à l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui les diplômes. Les diplômes, puisque nous avons affaire à un livre, un contrat, etc. Et que le fait que ce soit le déterminatif utilisé pour rendre l'idée d'être complet, ceci explique en fait pourquoi nous avons les pères Medjat, donc les bibliothèques, où les étudiants dans la vallée du Nil se rendaient donc pour étudier, etc., etc. Et on aboutit à ce symbole, en fait, qui est le symbole réellement qui rend compte du fait d'être civilisé. D'être civilisé, ceci est important. Et ce symbole est l'ancêtre des diplômes universitaires que nous avons aujourd'hui, puisque la Père Medjat peut être considérée comme une université naturellement. Ok, Père Medjat qui veut dire la maison des livres en négro-égyptien. Ça, j'ai peut-être omis de le dire, mais voilà le lien. Ok. Bon. Alors, boulou, feuille, main. Nous avons parlé tout à l'heure des boules. Ok. Nous avons dit aussi que boulou veut dire feuille en bamanan, donc en bambara. Alors, dans la langue bambara, boulou signifie feuille, donc comestible. Et là, on se souviendra du texte d'Horus Apollon, cité par James Bruce, qui rappelait que les Égyptiens s'étaient d'abord nourris de feuilles de papyrus avant de connaître l'usage du blé. Allusion que l'auteur des Hieroglyphica mettra en relation avec la graphie Medjat, représentant un rouleau, donc un fagot de papyrus scellé, signe par lequel, dira-t-il, les Égyptiens voulaient représenter ou exprimer leur ancienneté, donc leur antiquité. Or, le rouleau de papyrus scellé, Medjat, est l'ancêtre du livre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Okay? Ce signe correspond à la lettre phénicienne Kaf, paume de main. Le terme boulou est celui qui construit les mots relatifs à la main en mandinka, donc toujours dans le domaine mandé. Okay? Donc vous voyez que dans le mandé, nous avons les deux symboles associés au mot boulou. Nous avons d'une part boulou qui veut dire feuille et boulou qui construit les termes associés à la main. Donc nous aurons boulou duna, poignée de la main, boulou jambo, paume de la main, boulou jinso, main, boulou kalo, bras,
Bulu Kano, poignet. Bulu Kenseno, main vide. Bulu Kondino, les doigts. Bulu Ko, dos de la main. Ok, donc la relation est toujours maintenue et naturellement, elle fonctionne aussi des radicaux négro-égyptiens, car c'est de ces radicaux-là que naissent toute cette compréhension. Et vous voyez que, en fait, ça foisonne réellement à partir des Médounétaires, puisque, d'une part, nous avons un domaine nommé arbitrairement domaine soudanais, et d'un autre côté, nous avons un domaine nommé arbitrairement domaine bantou, mais il y a une communication perpétuelle entre les termes. Sauf que certaines régions ont privilégié d'autres des symboles plutôt que d'autres. Mais ceci est dû aussi aux migrations. Mais en réalité, l'esprit qui anime ces mots est le même. Et c'est cela qui est important. C'est cela qu'il faut comprendre. Et c'est en cela que nous rejoignons en réalité l'image de la tour de Babel. Peut-être que si j'ai le temps, je vais peut-être en parler tout à l'heure. Ça, on verra. Mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Bon. Donc, boulou, fleuve, vulve, utérus. Donc, ici, nous allons dans le domaine congolais. Donc, la région des Grands Lacs. Donc, Kikongo, nous avons Diboula, placenta. Diboulou, fosse. Diboulou, ravine, rigole, trou. Diboulou, cavité, creux, trou. Diboulou, rigole, sillon, rive. Diboulou, galerie souterraine dans une caverne ou une grotte. Dibola, cuvette. Eboulou, inondation, torrent. En Chiluba, nous avons Diboulunga, boule. Diboulou, groupe, grande boule. Kaboulou, comprimé, pastille, boulette. Diboulunga, boule, globe. Boulunga, être rond. Mouboulou, boule, botte, donc pelote. Et je rappelle, je ne l'ai peut-être pas dit, mais le mot tabouret en français, si vous êtes familier des dictionnaires étymologiques, veut dire pelote. Et la langue française ne sait pas expliquer comment de la pelote on aboutit au tabouret. Ceci n'est compréhensible qu'à travers les langues négro-africaines, car il y a une relation entre le tabouret et la pelote, puisque nous sommes dans le terme, en fait, de racine boule, en réalité. Et c'est cette relation, en fait, qui rejaillit avec le français tabouret, qui renvoie à la pelote. Or, le tabouret est un objet sur lequel on s'assoit. Et ça n'a pas de sens si on se fonde uniquement sur la langue française. Ça, je le dis que c'est clair. Donc, pour le comprendre, on a besoin d'aller à l'origine. Et l'origine, ce sont ces langues que nous sommes en train d'étudier maintenant. Donc, Kaboulou, petite écuelle. Loubalou, écuelle constituée d'une demi-calebasse. Chibalou, moitié de calebasse servant de récipient. Ok. Et naturellement, tous ces termes que je viens de citer vérifient l'image du fleuve et donc du dieu Ngebi ou Api. Torrent, inondation, cavité, creux, caverne. Tous ces termes sont associés, n'est-ce pas, au dieu Api, le placenta, etc., etc. Ok. Voilà. Alors, Biboulou, c'est le terme usuel dans le Mvet de la tradition Fan qui désigne le fleuve qui sépare les deux mondes du Mvet, donc le monde des mortels, le monde des immortels. Nous avons également l'Endam. Dans le livre, je présente l'Endam. Je dis à quoi renvoie ce terme, qu'est-ce qu'il signifie. Ici, je n'ai pas puisque nous étudions en fait une autre racine, je ne souhaite pas m'étendre là-dessus parce que ça risque de brouiller un peu l'explication, mais je renvoie au livre pour édification, car les noms des fleuves dans les mythes, entre guillemets, négro-africains sont très importants. Et ceci, d'ailleurs, permet de le comprendre, ce que nous sommes en train de parcourir aujourd'hui. Donc, c'est ce Biboulou-là qui, en fait, devient Biblos dans le parler grec, Biblos qui désigne le papyrus dans la langue grecque. Et c'est à partir de Biblos, naturellement, comme on sait, que nous obtenons le mot Bible, qui veut dire livre. Okay? Donc vous voyez que le lien est clair. Si on se fonde sur les langues négro-africaines, Biboulou, fleuve, avec tout ce que ceci comporte, c'est-à-dire la main, la feuille, etc., etc., c'est la même racine. Mais Biboulou, ça veut dire c'est le nom du fleuve dans la tradition Fan, dans le Mvet. Et c'est ce terme qui devient Biblos ou Biblos dans le parler grec, qui désigne donc le papyrus. Et vous savez que la ville de Byblos, donc dans les textes usuels, c'est ce que disent les historiens, était une ville phénicienne qui importait le papyrus. C'est pour cette raison qu'on l'a appelée Byblos. Mais ce n'est pas la vraie raison. La raison est associée
à la passion d'Osiris. Je ne vais pas parler aujourd'hui de la passion du Khemour, parce que ça va nous conduire très loin, mais il faut connaître ce texte et vous allez tout comprendre. Le corpus est clair, hein, le roi de Byblos, dans le corpus négro-égyptien, c'est le dieu Hapi. C'est lui le roi de Byblos, parce que Byblos, etc., c'est le fleuve. On le voit ici, et puis le roi de Byblos, il porte une couronne de papyrus. Le papyrus se dit boulou, donc feuille, et voilà, c'est assez clair. Et d'ailleurs, l'idée même de couronne est associée au tabouret, etc. Donc tout est lié, tout est réellement lié, et il n'y a que le négro-égyptien, donc les langues négro-africaines, qui permettent vraiment d'éclairer ces zones qui parfois naissent, voilà, comme voilà, on ne sait pas trop d'où elles viennent, on ne sait pas trop l'expliquer, donc maintenant au moins c'est clair, on a les outils pour pouvoir comprendre de quoi nous parlons. Et donc c'est le terme Byblos qui devient Bible en français, donc Bible qui veut dire livre. Et nous faisons également dériver le mot Bébéla, Bébéla qui veut dire la vérité, enfant. Nous associons ce mot au terme Babel. Quand on parle de la tour de Babel, il faut savoir que Babel, ça c'est notre avis, vient parce qu'on peut le justifier bien sûr, vient de Bébéla. Bébéla qui veut dire la vérité. Et naturellement ici on rejoint aussi l'image de Maat. Ok? Donc c'est toujours les mêmes racines qui paraissent. Et l'idée de Babel, Bébéla, naturellement est aussi associée au langage, etc. Donc voilà. Nous n'allons pas nous appesantir sur ce point. Peut-être que nous aurons plus tard l'occasion d'y revenir. Mais nous avons souhaité ici établir cette relation qui aujourd'hui maintenant paraît relativement claire. Ok? Relativement claire, et les racines qui permettent d'arriver au terme Bible en fait sont claires. Voilà. Alors maintenant le livre, ceci aussi est important. Vous allez voir que les langues c'est la mémoire en fait de notre peuple. Alors Kal en Wolof désigne l'alliance cathartique ou la parenté plaisante, comme disent certains anthropologues. Moi, je préfère le terme alliance cathartique parce qu'il rend mieux compte, en fait, de ce de quoi il est question. Voilà. Kal veut dire le serment, enfant. Donc, on passe de l'alliance au serment. Kal veut dire dire dans la langue bassa. Donc, on est dans le registre de la parole. Kala désigne l'arc dans la langue bamanan. Kalat, c'est le livre dans la langue boulou, qui devient d'ailleurs Kalatos, donc qui désigne le boisseau ornement de tête du dieu Sérapis. Ici, je montre simplement qui est le dieu Sérapis, pour que ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit aient une idée. Il faut savoir que ce dieu Sérapis, c'est le prélude au personnage de Jésus, au personnage biblique de Jésus. Ok? Et le Kalatos, c'est ce qu'il porte sur la tête, c'est ce boisseau. Donc vous voyez que l'idée de livre ne renvoie pas nécessairement à ce que nous avons l'habitude aujourd'hui d'observer. Parce que le registre du livre renvoie à tout ce qui est en lien avec le serment, tout ce qui est en lien avec l'alliance. Voilà l'idée à l'origine du mot livre. Et vous verrez la raison pour laquelle, en fait, le mot livre est synonyme de livre. Donc libre est synonyme de livre. Okay? Donc le livre est en relation avec l'idée de liberté. C'est ce que j'essaie de dire. Donc c'est ça. Et voici donc le dieu Sérapis qui naît donc à Alexandrie à l'époque tardive, donc sous les Lagides, Ptolémée Sotère notamment. Donc voilà. Et c'est comme ça que on aboutit donc au Kalatos, à partir du mot livre aujourd'hui employé donc en langue fang, notamment en boulou, donc Kalat, qui devient Kalatos, etc. Donc, et ça, nous poursuivons, donc l'Eka, donc ici c'est une métathèse, donc inversion des phonèmes, veut dire jurer, parce qu'on a Kal de l'autre côté, donc l'Eka, inversion des phonèmes, jurer, faire un serment en Yemba, qui est une langue parlée dans l'ouest du Cameroun, dans la région de Tchang notamment. Eka, qui veut dire alliance, toujours dans la même langue, donc en Yemba. Ka, qui signifie jurer en Yemba. Et Kat, qui veut dire le livre en bassa. Mais vous savez qu'on ne prononce pas le T. Donc c'est Ka, livre. Donc c'est le même terme en réalité. Donc d'un côté nous avons l'idée de serment, de l'autre le livre. Ok, dans la langue bassa. Et vous avez Katambwe, qui désigne le tabouret en Chiluba, qui devient Kitabu
livre en Swahili et Tabu, livre en Kinyarwanda. Alors je sais naturellement que quand vous allez côtoyer, vérifier donc l'étymologie du mot Kitabu, on va vous dire que ça vient de l'arabe Kitab. Mais ce que nous sommes en train de dire ici démontre le contraire. Parce que Katamboué, c'est Kitabu, c'est le même mot. On rajoute en guttural donc le M et ça donne Kitamboué, on l'enlève, ça donne Kitabu. C'est le même mot. Donc Kitab, ce n'est pas un mot arabe. C'est un mot négro-africain qui est passé, qui a été emprunté par les locuteurs de la langue arabe. Car naturellement, l'Arabie, à l'origine, est peuplée par des populations éthiopiennes. Ça aussi, il faut s'en rappeler. D'où cette évolution-là. C'est pas l'inverse qui s'est produit, c'est l'autre. Et je ne le dis pas ici, mais il faut savoir que le mot kurun, tabouret, pirogue de la langue bamanan, est celui qui conduit au terme Al-Coran. L'inverse n'est pas vrai non plus, parce que je sais que on a toujours l'idée, mais ceci part d'un préjugé, que puisque l'islam arrive d'Arabie, donc la langue, etc. Non. Le mot kurun, tabouret, comme je l'ai montré tout à l'heure, l'idée du tabouret, c'est l'idée de l'arche. L'idée de l'arche, ça je le montre dans le livre. Le tabouret, c'est l'idée de l'arche, c'est l'idée d'alliance. Ok? Et c'est ce terme couronne qui donne Coran dans la langue arabe. Ok? Donc ce mot est issu directement du bamanan, couronne, qui vérifie tout le registre de l'alliance dans les langues négro-africaines. Ok? Donc cette vérification-là permet de situer ce terme dans le domaine négro-africain, parce qu'il ne peut pas s'agir d'un emprunt, puisque d'un côté on a couronne tabouret, de l'autre couronne pirogue. Deux objets apparemment différents, mais qui se rejoignent dans la construction cosmogonique et liturgique kémite, puisque la pirogue, c'est la barque de Ra qui représente aussi l'alliance. Ok? Donc on ne peut pas vous dire que c'est emprunté. C'est impossible, puisque les représentations de Ra datent d'une époque où l'Arabie, voilà, les Arabes n'existaient pas, l'islam n'existait pas. Donc on ne peut pas vous dire que Coran, voilà. En plus, vous voyez que ça se vérifie, puisqu'il s'agit d'écrits d'un texte présenté comme saint, et on voit bien que la sainteté est en relation avec l'idée d'alliance. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que nous ne manquons pas d'arguments pour démontrer ce que nous sommes en train de dire ici. Parce que nous sommes dans le domaine de la vérité. Ce que nous disons, nous pouvons le vérifier. Nous savons le vérifier, et les locuteurs des langues que nous nommons ici verront que nous avons raison. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il est temps de changer peut-être aussi la manière de percevoir les choses en relation avec ces livres. Parce qu'on a présenté l'Afrique comme une culture de l'oralité. On se rend compte que la notion de livre est née dans le domaine, dans les langues négro-africaines. Alors, il faut quand même pouvoir savoir l'expliquer. Nous ne sommes pas seulement une tradition orale, nous sommes également une tradition de l'écrit, puisque les Médounétaires, la parole divine, naît, voilà, cette parole naît sur le continent noir. Donc on ne peut pas prétendre ensuite que nous sommes du domaine de l'oralité et puis que l'écrit viendrait... Non, ça c'est une vue fondée sur des préjugés qu'il faut corriger. Voilà. Alors, livre, liber, libre. Ok, il s'agit ici c'est un même mot, hein. Liber, libre, c'est ce terme qui donne livre d'un côté et libre. Alors, d'où vient cette idée associée au livre? Alors, c'est ce que j'explique ici en relation avec la langue bassa notamment. Donc, dans les langues négro-africaines, la naissance, le fait de naître, qui s'attache particulièrement à la notion de soin. Alors, ici, entre parenthèses, je mets Sema, parce qu'on approche naturellement l'idée de Sematawi, développée aussi dans le livre, est synonyme de liberté. Donc, je reprends. Dans la langue négro-africaine, dans les langues négro-africaines, la naissance, qui s'attache particulièrement à la notion de soin, donc Sunu, le médecin, est synonyme de liberté. Ceci est vérifiable notamment avec le bassa gwe, naître, à partir duquel nous obtiendrons gweles, qui veut dire libre, qui forme gweles oda, c'est-à-dire sage-femme. Donc vous voyez bien qu'on passe de la naissance à l'idée de liberté. À l'idée de liberté. Et vous savez, si vous vous souvenez que, par exemple, dans le texte biblique de la Genèse, relatif à Moïse, il s'agit de cela. Lorsqu'on dit qu'il traverse les eaux, ce n'est rien d'autre qu'une naissance. Et quand il dit « Let my people go » et « libérer mon peuple », on parle ici de la liberté de la naissance. Ce qui fonde même
j'allais dire quasiment peut-être l'absurdité de croire qu'il s'agit d'histoires vécues. Et de croire qu'il s'agit de personnages qui ont réellement marché sur cette terre, depuis Moïse jusqu'au personnage de Jésus. Parce que si ce que je dis là est vrai, vous comprendrez que non, c'est une impossibilité. C'est une impossibilité. C'est une impossibilité. Donc, on retrouve la même image avec Nébodo chez les femmes, toujours la traversée du fleuve. Cette traversée, c'est toujours une naissance. Il y a toujours l'arc-en-ciel, c'est clair. Il y a toujours l'idée d'alliance, et l'idée d'alliance est associée à la naissance. Ça, vous allez le comprendre tout à l'heure, mais je le dis déjà pour que vous compreniez pourquoi si j'aborde la question de la naissance. Donc, dans la langue bassa, la naissance qui s'attache particulièrement à la notion de soin est synonyme de liberté. Donc, naître, c'est devenir libre. C'est s'affranchir. S'affranchir. Ceci est vérifiable, notamment avec le bassa Gwe, naître, à partir duquel nous obtiendrons Gweles, libre, qui forme Gweles Oda, la sage-femme, celle qui libère. Cette relation conforte l'image du livre perçu comme un emblème de l'alliance et l'objet de l'initiation dont l'enjeu est la naissance ou la renaissance. Cette relation conforte l'image du livre perçu comme un emblème de l'alliance et l'objet de l'initiation dont l'enjeu est la naissance ou la renaissance. Donc quand on vous dit qu'on vous baptise, on vous met de l'eau dessus et sur le corps, ceci est, entre guillemets, une métaphore pour la naissance. Mais comment l'expliquer aujourd'hui aux personnes qui se livrent à ces rites? Ils n'ont même plus l'idée de ce que cela représente. Ok? Ils n'ont même plus l'idée parce que sans l'arrière-fond négro-africain, vous ne comprenez rien. Vous répétez simplement ce qu'on vous a appris à la catéchèse, c'est tout. Mais au-delà, vous êtes dans le flou. Et si vous doutez, on vous dit que vous n'avez pas la foi. Voilà. Pourtant, c'est clair. Depuis toujours, c'est ce que les peuples noirs font. Depuis toujours. C'est ce qu'ils font. Et les langues africaines l'attestent. Gweles, ce n'est pas un mot venu d'ailleurs. C'est un mot fondé sur le continent noir, issu du mot naître. Donc c'est clair. C'est clair. Okay? Et on aboutit à la notion de livre, parce que livre veut dire libre, liberté, etc., etc., etc. Donc ici, je ne développe pas dans le livre, c'est beaucoup plus complet. Donc je vous renvoie aussi à cette référence-là. Voilà, ça nous permettra d'avoir peut-être une discussion soutenue ensuite, parce que c'est aussi ça l'objet, nous permettre d'avancer dans cette quête qui est la nôtre. Voilà. Alors, le registre de l'union, l'Utani ou Watani en Swahili, désigne l'alliance cathartique qui se dit Kal en Wolof ou Senankuya dans le domaine mandé plus généralement. Okay? Senankuya qu'on prétend avoir été établi par le grand Sundiata Keita, ce qui n'est pas le cas puisqu'on voit que la Senankuya renvoie à la Sematawi. Donc ce n'est qu'une continuité historique. Ça n'a pas commencé en 1222 avec le Kurakanfuga, parce que même Kurakanfuga, dans Kurakan, il y a Kuru. Kuru, c'est la pirogue, c'est le tabouret. Donc c'est une continuité historique. Ça ne commence pas avec Sundiata, ça continue avec Sundiata. Donc l'alliance cathartique, c'est l'institution la plus ancienne sur le continent noir et c'est la manifestation la plus aboutie de l'idée de civilisation. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles aussi elle est unique en Afrique. On ne trouve la Senankuya nulle part ailleurs sur Terre que sur le continent noir. Le Kal, la Senankuya, etc. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et cette forme de fraternité est typiquement négro-africaine. Hein? Et illustrée par la Sematawi. Donc les discussions sur l'origine des négro-égyptiens, d'Égyptiens étaient blancs, noirs, jaunes. Tout ceci, c'est une discussion... rendu inutile, on va dire ça comme ça. Rendu inutile au regard de ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous allons beaucoup plus loin que des simples illustrations dans des tombeaux, ou parfois blanchis par ceux qui font, donc, ceux qui se sont chargés voilà, d'entretenir ces lieux-là. Voilà. Donc nous ne sommes même plus dans les représentations iconographiques. Parce que ça, c'est vraiment la base, ce qu'on voit. Mais si on rentre dans les langues, dans la tradition, on se rend compte qu'il n'y a même pas de débat sur l'origine de ces populations. Il n'y a même pas de débat possible. Parce que, voilà, c'est encore eux qui sont aujourd'hui, qui parlent le même langage. Voilà, donc il suffit de questionner ce langage pour comprendre qu'est-ce que c'est que la Sematawi, qu'est-ce que c'est que les symboles les plus éminemment représentatifs de cette civilisation extrêmement brillante. Voilà. Donc, l'Utani ou Watani en Swahili désigne l'alliance cathartique et signifie village, pays d'origine. Ce terme correspond au Watan, pays
de la langue arabe. Donc l'arabe a puisé ce mot dans le lexique négro-africain pour dire Watan, pays. Ok? On pourrait conclure qu'il en dérive, donc que ce terme Watan il dérive de l'arabe, comme on croit souvent avec le swahili. Il n'en est rien toutefois, car Watan est une arabisation du négro-égyptien Tawi, qui veut dire pays, pays. Donc c'est une métathèse en réalité. Parce que quand il faut savoir que lorsqu'on dit Sematawi, on peut lire Semawita. Je veux dire, l'inversion est permise puisque nous avons un squelette consonantique et que rien ne détermine que c'est Tawi. Ça peut être Wita, donc Watan. Ok? Voilà donc le lien. Watan, c'est Tawi, pays, qui correspond au Watani. Et je rappelle que ces termes existe à une époque, la langue arabe n'est pas formée. En tout cas, l'écriture arabe n'est pas formée. Donc, n'est pas attestée. Donc, on ne peut pas prétendre que ça vient de l'arabe. Ceci tombe sous le sens. Donc, il s'agit du terme que l'on retrouve dans Sematawi, traduit par unification de la Haute et de la Basse Égypte. Le Swahili Watani est un pluriel, tout comme Tawi, formé à partir de Mtani, donc du mot Swahili Mtani, qui désigne les membres d'une même famille ou la parenté. La racine du mot est Ta, qui correspond au négro-égyptien Ta, qui veut dire terre, pays. En copte, Ta, terre, devient To, terre. Le Kikongo, donc langue parlée dans la cuvette congolaise, duplique le phonème pour en faire Toto, la terre. Donc Mutoto, Mutoto, donc le Mu c'est un préfixe de classe. Mutoto signifie enfant en Kikongo. Donc, on est dans le registre de la naissance. Mutoto signifie enfant en Kikongo. Ta est le terme générique qui désigne l'arc dans les langues de la cuvette congolaise. Donc, en lingala, Bota signifie accoucher. En Okande, Bota désigne l'arc. Donc, ce sont des synonymes. Donc, quand on parle de l'arc, nous sommes aussi dans le registre de la parenté, du fait d'accoucher. Donc, nous avons aussi une liste. Donc, Lingala, Kubota, accoucher. Teke, Kubura, parce qu'il y a le passage du T au R, accoucher. Kituba, Kubuta, accoucher. Kikongo, Wuta, accoucher. Kikongo, Buta, accoucher. Et le terme Wuta, accoucher, est celui que l'égyptologie traduit par Tawi. Ok? Donc, c'est cela. Voilà ce terme vocalisé dans les langues négro-africaines. Donc, quand vous voyez la Sematawi, il ne s'agit pas, bon, on va dire ceci comme ça. Il ne s'agit pas uniquement de l'unification de la Haute et de la Basse Égypte. C'est le symbole de l'alliance. Et l'alliance, là, est manifestée dans la naissance. C'est ça l'alliance avec la divinité. La divinité, l'alliance entre les hommes et cette divinité, c'est la naissance. Okay? Donc l'arc-en-ciel est une image de cette alliance. C'est pour ça qu'on retrouve les serpents arc-en-ciel partout, partout, hein, que ce soit Congolo, Ngan Medza, etc., etc. Voilà. C'est omniprésent pour ce motif-ci. Donc, c'est la seule et unique tradition des peuples qui vivent actuellement sur le continent noir. Ok. Donc, ici, je représente une image de la Sematawi. On ne va pas la commenter parce que ça peut être très long. Mais sachez que le dieu ici représenté, en tout cas, le personnage représenté, c'est le dieu Hapi ou Ngebi. Et naturellement, on retrouve encore l'idée de livres, etc., les papyrus, etc., etc., etc. Tout ceci se tient. On a le cœur aussi qui est représenté, le pilier, etc. Donc, il faut être familier aussi de la passion d'Osiris. Voilà, mais on ne va pas davantage commenter cette fresque parce que c'est quand même assez complexe. Donc, on renvoie au livre pour édification sur la question. Mais je voulais juste montrer ceci pour comprendre que qu'on comprenne bien que, effectivement, la place du dieu Hapi est justifiée pour les motifs que nous venons d'évoquer. Voilà. Et naturellement, l'idée d'arc-en-ciel ici est manifeste aussi. Ici, à gauche, vous avez représenté Osiris et Isis. Osiris est assis. Son trône représente donc la Sematawi, vous le voyez au pied du trône. Ce symbole que vous voyez représenté, c'est le symbole de la Sematawi. Et on retrouve la même idée donc avec le personnage biblique de Jésus qui est assis sur un anneau, parfois un arc-en-ciel. C'est l'idée là, l'anneau, c'est boulous, etc., etc. Donc cette boule même qui est représentée représente la pelote, donc le tabouret. Donc ici il est dans la symbolique négro-africaine. Il est représenté en tant que juge des vivants et des morts, puisqu'à gauche nous avons le paradis, à droite nous avons l'enfer, et au milieu un personnage donc qui tient la balance. Tout ceci est issu du corpus négro-africain, du corpus liturgique négro-africain. Ok? Ça, il faut le savoir. Donc, cette image-ci est directement issue
de ce que vous avez à gauche. Donc l'image de droite est issue directement. Ok? Et ceci permet encore de souligner une fois de plus, l'importance de la tradition liturgique africaine, puisque le personnage biblique de Jésus n'en est qu'un. À côté de ça, il y a Dionysos, il y a Mitra, il y a Bacchus, voilà. Donc tous ces personnages naissent de l'image du personnage de gauche ici, c'est-à-dire Osiré, le Kemour, qu'on trouve ici représenté. Et les symboles que vous retrouvez ici, naturellement, l'anneau, la pelote, donc le globe, ce sont des termes qui sont issus de Boulou, le terme Boulou qui est relié donc à l'alliance au chiffre 9, etc. Et donc, registre de l'union, nous avons donc parlé tout à l'heure du Nepti Akhenaton. Son nom est formé à partir de Iten, qui veut dire le disque, donc d'où l'idée d'anneau, sur lequel donc ici est assis le personnage de Jésus, mais parfois c'est un arc-en-ciel aussi, il faut le savoir. Donc, et c'est ce terme-là qui est traduit par Aton dans le lexique donc de l'égyptologie actuelle. Or, le mot Iten en Ashanti devient ton, donc arc, en Bamanan tona, boucle, circonférence, donc toujours l'idée de cercle, de boucle. En Bassa, tona, être retourné, donc l'idée de boucle, de courbe. En Bassa, ton, l'assemblée, donc l'idée d'union, d'alliance. En Bambara, ten désigne le palmier et Mban, le palmier. Alors il faut savoir que dans les traditions négro-africaines, l'arbre palmier, c'est un arbre qui est consacré à l'alliance. Ceci est notamment vérifiable dans la tradition liturgique du peuple Bassa, et notamment dans le rituel funéraire. Le palmier, les feuilles de palmier sont les feuilles qui servent à construire donc l'hémicycle qui accueille le corps du défunt. Et ici, nous sommes dans le registre de l'assemblée. C'est pour ça que vous voyez le personnage de Jésus trônant comme sur un pupitre, sur un perchoir. Parce que nous sommes dans le registre politique aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais quand vous voyez Osiris sur son trône, là, il est là dans une assemblée. Parce que à gauche, il y a les Nétérou, à droite, il y a les Ebandeli. Donc, il est entouré. Et ces personnages représentent les 42 Sépaout, si vous voulez, qui sont les régions administratives de Kemet. Donc, ce sont les sénateurs, les députés. Et c'est eux donc, qui jugent le défunt. Sauf qu'aujourd'hui, donc c'est rentré dans le domaine politique. Mais à l'époque aussi, à Kemet, c'était ça la politique. C'était ça la politique, puisqu'il est l'alpha, l'oméga. Donc, c'est lui qui est l'image réellement de ce qui juge, de ce qui sauve. Voilà. Donc, en Bambara, Ken, c'est le palmier. Ce que je viens de dire, c'est peut-être, je l'ai peut-être dit assez rapidement, ça, je m'en excuse, mais tout ceci est présent dans le livre et détaillé aussi dans le livre. Donc, c'est juste que je ne souhaite pas m'étendre très longtemps, puisque nous approchons le terme de cette communication. Donc, c'est pour ça que je le dis un peu de cette façon-là. Pour référence complète, donc, lire le livre. Enfin, nous avons Ten, le livre, qui veut dire le livre, et Mfan, qui désigne l'arc. Et vous voyez que le Mban, palmier du Bambara, devient Mfan, donc par le passage du BOF, qui est un passage usuel. Donc, et on obtient un autre mot qui veut dire, enfin, une autre idée, arc, apparemment différente du palmier, mais nous sommes dans le même registre en réalité. Donc, vous voyez comment les langues se sont nourries en fait des radicaux issus du Démédou-Néter. Et nous avons donc le Bassa Liten, okay, qui veut dire décret. On a vu tout à l'heure que les Médou-Néter voulaient dire décret divin. Liten qui veut dire décret, mais Liten rend aussi compte de l'idée de nationalité, de tribu, etc. Et la racine ici c'est Ten, qui correspond à Iten, donc, ou à Ton, si vous voulez, du négro-égyptien. Et nous avons donc les mots en Bassa, donc du registre de l'union, qui permettent de vérifier ce que nous disons depuis tout à l'heure. Donc Tinil, détaché, Litin, nœud, Litenek, la façon de nouer, Tenep, s'attacher à, Tini, être attaché, Tinlene, détaché pour, Tenbe, s'attacher, Tinne, être attaché à, Tina, être attaché, Tinla, être détaché, Tenba, s'être attaché à, Tena, être souvent attaché, Tinis, faire attaché, Tinha, faire attaché. Et vous savez que le registre de la Sematawi, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que nous sommes en présence d'une corde qu'on attache. Donc, c'est ça l'union. Et vous voyez que c'est un registre qui est permanent dans le lexique négro-africain. Ce qui montre bien que l'union est le principe même de la politique. Hein, de la politique et de la liturgie dans les traditions endogènes des peuples noirs.
Ok, ceci permet aussi de questionner ce qui est aujourd'hui courant chez nous. On parle d'urnes, des choses. Voilà, on ne se cache pas pour faire un choix. C'est-à-dire, bon, on va pas faire on va pas faire voilà, on va pas questionner la démocratie qui est aujourd'hui établie, mais on voit bien qu'on n'a pas de leçons de démocratie à apprendre. Tout est dans nos langues et tout est connu. Il suffit simplement, voilà, de se réapproprier nos corpus pour comprendre que voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas ou pas aussi bien actuellement, parce que nous éloignons de nos fondamentaux qui sont établis dans nos langues et qui montrent bien la manière dont ça a toujours fonctionné. Si nous avons bâti un empire comme Kemet, c'est bien sur cette base-ci. Donc, il est peut-être intéressant d'essayer de comprendre comment on peut réhabiliter ce qu'on a toujours fait. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et vous souhaite donc une excellente semaine. Merci.